Vincent Marc Jung. Ja, vielen Dank. Merci, Monsieur Klaproth, pour cette introduction et donc les louanges que vous m'avez comblées d'avance. Et donc, je ne m'occupe pas vraiment de gladiateurs, mais plutôt de données et puis d'autres passions et sportifs. Et donc, aujourd'hui, je vais parler de données, de la qualité, de coûts dans des cabinets de soins intégrés, Managed Care. J'aimerais commencer par vous présenter Sanacare pour que vous sachiez un peu quel est l'environnement dans lequel j'évolue. Donc, nous sommes un cabinet de médecine de famille. Nous sommes des médecins de famille. Nous sommes là pour nos patients. Nous avons une fonction d'orchestrateur et qui dirige les patients à travers tout l'univers de la santé. Nous souhaitons également que les médecins bénéficient d'une liberté de traitement maximale, qu'ils puissent décider eux-mêmes du traitement et qu'ils aient donc toute l'autonomie dont ils ont besoin. Et bien entendu, nos spécialistes, ils font toujours preuve de transparence. J'aimerais vous présenter un certain nombre de chiffres. 30, c'est que nous existons depuis plus de 30 ans, donc nous existons donc déjà depuis un moment, et les deux propriétaires, c'est Sanitas et Concordia, les deux caisses de maladie qui nous détiennent à raison de 50% chacune, et ça fonctionne très bien. Ensuite, 13, 9, 7. 7, c'est les cantons. Nous les avons déjà évoqués. Ce n'était pas toujours très simple en période de pandémie d'appliquer toutes les réglementations définies par les 7 cantons dans lesquels nous sommes présents. Il est intéressant de savoir comment les cantons régissaient le même problème de 7 façons différentes. Ensuite, 250, c'est le nombre de professionnels de la santé qui évoluent au sein de notre réseau, et nous nous occupons de 120 000 patients, et un grand nombre de ces personnes, donc 70% des patients, ont choisi un système de soins intégrés. Et 10, c'est que depuis 10 ans, nous avons adopté un système particulier de prise en charge de malades chroniques qui sont suivis tout au long d'une trajectoire de soins. C'est notre spécialité que nous n'arrêtons pas de développer. Donc la qualité pour nous est un facteur central, tout le monde le dit de soi-même, et nous faisons preuve de beaucoup de transparence. Nous appliquons tous les standards déjà existants, et 20% des activités des médecins reposent sur des faits. Donc, nous pratiquons vraiment une médecine factuelle. Et bon, les médecins, nous ne voulons pas régler tout nous-mêmes. Nous avons besoin également d'autres spécialistes qui s'occupent d'un certain nombre de choses. Et d'ici 2030, 30% des activités, des prestations qui relèvent de la médecine de famille ne pourront pas être fournies en raison de la pénurie de médecins de famille. Et donc, il y a également un certain vieillissement des médecins qui nous préoccupe. Donc, nous appliquons également des processus électroniques et informatiques standardisés, et nous travaillons également avec un dossier électronique du patient. Ce n'est pas le dossier électronique qui a été évoqué tout à l'heure, mais tous nos processus sont automatisés, informatisés. Nous avons également des certifications comme les labels ISO 9001, 2015.
Et nos processus sont donc tous certifiés. En ce qui concerne la protection des données, qui est également un élément crucial, là, nous appliquons les standards de l'OCPD et de Good Privacy. Ce sont donc les normes les plus exigeantes, les plus élevées qui existent en Suisse. Comme nous souhaitons nous améliorer en continu, nous réunissons régulièrement en ce qu'on appelle des cercles de qualité. Nous avons des réunions d'équipes de médecins, d'assistantes médicales. Nous avons également des audits systématiques et nous formons également nos professionnels, médecins, assistantes médicales et nous formons même des apprentis. Et j'aimerais maintenant parler de la qualité. Et je ne pourrai pas approfondir tous les points parce que je n'ai pas assez de temps à ma disposition. Que signifie le concept de qualité médicale pour les fournisseurs de prestations? L'ASQM, donc l'Académie suisse pour la qualité dans la médecine, la FMH, a formulé une stratégie de qualité. Et cette stratégie, elle est centrée sur le patient parce qu'il faut traiter le patient en temps voulu au bon endroit et lui administrer le traitement qu'il lui faut. Je pense que c'est une très bonne définition ou interprétation de la qualité dans le contexte des fournisseurs de prestations. Et les médecins spécialisés en médecine interne ont également leur organisation spécialisée. Elle a également formulé des objectifs en termes de qualité. Et ce que j'ai omis de dire, c'est que la qualité des résultats est encore insuffisante. Voilà pourquoi nous devons absolument nous améliorer dans ce domaine, alors que la qualité des indications, elle est suffisamment bonne. Alors, parlons d'abord de la qualité du système, de la structure et des processus. Donc, nous sommes une organisation dont le siège est à Winterthur et nous avons ensuite une organisation décentralisée dans toute la Suisse, dans 7 cantons. Donc, notre structure, elle est décentralisée et nous avons un organe qui s'occupe de la qualité. Et nous avons donc la direction qui s'occupe de la qualité et ensuite nous avons un organe dans lequel sont regroupés des représentants de tous les secteurs qui assurent donc la qualité en interne. Ensuite, nous avons développé une application. Elle s'appelle Pilote UN, qui contient donc tous les éléments nécessaires, le paysage des processus. Donc à gauche, vous avez les documents, comme par exemple le manuel qui contient des lignes directrices médicales. Nous avons encore autre chose, comme par exemple des instructions médicales. Et le tout est intégré dans un paysage électronique. Un autre thème clé, ce sont les CIRS. Ce sont les Critical Incident Reports, comme on les connaît également dans l'aviation. Et tous les jours, nous saisissons donc ces éléments, ces accidents critiques. Et ensuite, nous analysons les données recueillies dans les 13 cabinets. Et vous voyez donc, de nombreuses erreurs se produisent au niveau de la saisie des patients, donc confusion de patients. Ensuite, au niveau des médicaments, on commet des erreurs et également pour les vaccinations et les injections. Donc, nous analysons donc toutes les déclarations grâce à cet outil et nous allons développer prochainement d'autres outils.
Nous nous baserons également sur l'intelligence collective qui est à notre disposition pour améliorer donc la qualité des structures et des processus. Un certain nombre de certifications sont connues. Vous connaissez probablement ECOM, c'est la certification pour les cabinets médicaux. Et nous sommes un des cofondateurs de cette certification. Et entre-temps, nous avons adopté la certification ISO. Nous avons également publié notre QMS dans le bulletin suisse des médecins. Et nous avons donc documenté nos processus. Donc encore un signe de transparence. Nous avons également de nombreux flyers et nous publions régulièrement un rapport sur la qualité. Avec tous nos partenaires, les caisses maladies, les assureurs, nous avons conclu des contrats. Et dans le cadre de ces contrats, nous devons également justifier de nos activités. Donc, transparence de la qualité des indications. Les organisations spécialisées s'engagent également à faire preuve donc, de transparence dans le domaine de la santé. Et nous informons donc les patients le plus tôt possible du tableau clinique qu'ils ont et nous souhaitons également les sensibiliser à l'initiative que nous défendons, qui est la Smarter Medicine. J'aimerais également vous montrer quelques autres initiatives que nous avons prises. Nous les avons d'ailleurs aussi publiées dans plusieurs revues, comme par exemple dans Primary and Hospital Care, le Swiss Medical Forum. Ce sont des revues de pairs où l'on peut lire un certain nombre de choses. Nous publions régulièrement des articles dans ces revues, puis également dans le bulletin des médecins suisses. Et puis nous avons également reçu une distinction pour notre concept de prise en charge Chronic Care Management. Et j'aimerais maintenant vous expliquer tous ces chiffres. Je n'entrerai pas dans les détails, ça ne fait pas de sens. Donc ici, vous avez donc les modifications cliniques chez des patients, notamment les patients souffrant de pression artérielle élevée et de diabète. Nous avons donc saisi toutes les données que nous pouvons ensuite analyser. Il y a tous les paramètres et on voit l'évolution entre la première et la troisième année. Et ce sont des programmes qui ne reposent pas sur des médicaments, mais sur les conseils. Et nous voyons que à plusieurs égards, les résultats se sont améliorés considérablement. Et donc, ce sont des chiffres prouvés et qui sont donc plus fiables que d'autres analyses. Et ici, vous avez des chiffres qui prouvent donc la qualité de la prise en charge par la médecine de famille du collectif de diabétiques. Nous avons choisi plusieurs paramètres parmi les 100 paramètres possibles pour juger de la qualité de la prise en charge des patients. Et c'est donc la Société suisse d'endocrinologie qui a ensuite publié ces données. Encore quelques chiffres concernant la qualité des résultats. Ces chiffres, c'est Ilsana qui les a mis à notre disposition. Donc ici, on voit quel est le taux de respect des lignes directrices pour le traitement des diabétiques. Il existe des lignes directrices reconnues et si ces lignes directrices sont respectées scrupuleusement pendant une période prolongée, le résultat est meilleur que ceux qui ne les respectent pas. Donc ce sont également des chiffres très très parlants.
Vous voyez donc qu'au cours des 2 dernières années, les chiffres se sont légèrement détériorés. Donc nous allons donc maintenant nous pencher dessus pour arriver donc au même niveau qu'il y a 3 ou 4 ans. J'avance rapidement, je suis désolée. Donc ici, vous avez quelques chiffres concernant la prescription de médicaments. Donc le but est toujours de prescrire un minimum de médicaments. Donc ici, nous comparons donc nos chiffres à ceux du réseau MAA qui comprend 65 cabinets. Et donc, si on relève ces données et qu'on peut vraiment se comparer, c'est une manière vraiment très, très efficace qui incite également les médecins à changer leur attitude ou leur manière de prescrire des médicaments. Et ce qui est aussi très important, c'est le retour des patients. Donc, comment est-ce qu'ils ont vécu le traitement, le suivi, la consultation médicale, et les patients ont donc également la possibilité de partager leurs expériences avec nous. Et nous avons également un groupe de discussion de patients qui nous disent également comment eux, ils nous voient, et ils nous disent également ce qui leur manque, par exemple des informations en ligne ou des accès en ligne. Et cela nous dit également quels sont les points, les domaines où nous devons encore nous améliorer. Donc, nous appliquons donc ce cycle PDCA régulièrement, et le but est vraiment d'améliorer notre qualité et d'étendre notre réseau de soins. Encore un mot au sujet des coûts des prestations. J'ai déjà dit, nous avons des contrats avec les assurances maladie. Nous savons quels sont les coûts que nous générons. Nous ne savons pas quels sont les coûts généraux dans l'ensemble, mais nous savons que nos coûts sont inférieurs de l'ordre de 15% aux coûts générés par d'autres réseaux. Nous travaillons avec 3 partenaires qui partagent leurs données avec nous, et par exemple dans le domaine des diabétiques, nous voyons que nos coûts sont inférieurs de 15% par rapport aux données ou aux coûts de nos partenaires. Et donc cela motive. Notre structure des coûts, elle est claire. Nous essayons de réduire les coûts là où c'est possible et c'est censé. Nous relevons régulièrement des coûts et nous partageons nos coûts également avec l'Office fédéral de la statistique. Nous participons également aux études de coûts continus des cantons. Et nos moyens financiers, donc tout ce que l'on économise, sont investis dans l'innovation, dans le personnel, dans l'amélioration de la qualité. Et peut-être encore une précision que tous nos médecins, ils ont des salaires fixes et ne bénéficient donc pas de mesures incitatives. Donc, conclusion. La transparence des données et de la qualité est une évidence pour nous, et nous avons constaté que cette qualité élevée dont nous faisons preuve est également quelque chose qui nous permet de nous différencier par rapport à d'autres acteurs sur le marché. Donc je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur Young. Ouais, c'est ce que j'aime dans ce concept, parce que maintenant, nous pouvons zoomer sur vous. Donc, nous savons maintenant quel est l'état de la situation. Donc, d'abord, c'était le point de vue du professeur, et maintenant, le point de vue du praticien.
Est-ce que, monsieur le professeur, est-ce que la situation pratique, elle correspond en fait à votre théorie? Nous avons réalisé plusieurs projets et là aussi nous avons constaté que les médecins, donc les prestataires, étaient très satisfaits de la qualité. Mais le problème qui existe, du moins en Allemagne, c'est que les attentes d'il y a 15 ans, c'est-à-dire on pensait que tout allait se développer, que ça va être beau, mais ces projections ne se sont pas réalisées. Donc, par exemple, au nord, nous avons un pôle où ils font ça très très bien, mais nous n'avons pas réussi à généraliser tout cela dans l'ensemble du pays. Un commentaire peut-être de vos confrères suisses? Donc il existe un certain nombre de modèles. Est-ce qu'il faut perfectionner ces modèles? Que faut-il faire? Bon, la question est si on veut le faire. Donc en Suisse, nous avons de nombreux réseaux de soins, mais il y a quelques années en arrière, le peuple suisse s'est prononcé en faveur de la liberté de choix de son médecin. Oui, mais vous savez, les Suisses, ils n'aiment pas qu'on leur impose quoi que ce soit. Les Suisses tiennent à leur liberté de choix. Mais si on ne les oblige pas à faire quelque chose, on ne peut jamais réaliser quoi que ce soit. Non, la différence entre le système de la santé suisse et allemand, c'est que en Suisse, vous n'avez pas le code des lois de la santé, parce qu'en Allemagne, il fait 30 cm alors que la Suisse, elle a 2-3 lois. En Allemagne, c'est donc beaucoup plus compliqué. Et en Suisse, tout n'est pas réglé dans le détail, alors qu'en Allemagne, nous avons beaucoup de règles très très précises. On dit par exemple que les assureurs peuvent accorder des rabais aux patients s'ils se limitent à un certain nombre de prestataires. Et jusqu'à l'année dernière, 80% des assurés ont choisi des modèles de médecine alternative pour pouvoir bénéficier d'un tel rabais de primes. Donc en Allemagne, il existe donc un système bottom-up et pas top-down. Où est-ce que vous avez grandi? À Neuchâtel. Alors vous êtes un étatiste, tout le monde le dit. Donc à Neuchâtel, c'est un fief des socialistes. Est-ce que vous comprenez donc que cette approche étatique peut être favorable? Oui, nous sentons qu'il y a une certaine volonté de réglementer davantage le secteur des soins. Mais nous constatons également que nous n'attendons pas tous ces règlements, toutes ces normes pour avancer, pour passer à l'acte, parce que nous avons déjà mis en place un certain nombre d'innovations. Ça existe. Et cela aura des effets. Je ne sais pas encore quels seront ces effets parce que les prestataires n'ont pas attendu une loi pour améliorer la qualité et assurer la qualité. Il faut également le dire. Donc, j'y ai commencé en 1999. Et à l'époque, j'ai dû m'excuser auprès des collègues. Et aujourd'hui, de nombreux collègues ont intégré de tels réseaux de soins très durables. Peut-être un cinquième ont intégré des réseaux qui fonctionnent de la même manière que le nôtre.
Et la plupart de ces réseaux concluent des contrats avec les assureurs. Donc là, nous constatons qu'il y a une certaine évolution, parce que oui, il y a déjà peut-être un tiers ou un tiers des médecins qui travaillent au sein de tels réseaux. Certes, on devrait peut-être renforcer euh, euh, certaines incitations pour que les 75% restants rejoignent également de tels réseaux. Et puis les patients aussi pourraient peut-être bénéficier de rabais. Donc en Allemagne, nous avons peut-être 5 à 10% des réseaux qui fonctionnent très très bien, mais c'est tout. Non, en Suisse, l'évolution elle est constante et donc tout se passe bien. Ou est-ce qu'on peut déjà passer à table? Tout a été dit? Est-ce que dans la salle, quelqu'un souhaite poser une question, formuler des remarques? Marianne Heller de HSK. J'aimerais poser une question à Monsieur Jungi en tant que patiente. Concrètement, donc, les chiffres que vous avez présentés sont très impressionnants. Mais si j'étais patiente chez vous et je vais à Genève, j'y ai un accident, je souhaite dire au médecin sur place, appelez Monsieur Jungi, il va vous envoyer mes données. Comment procédez-vous? Est-ce que vous envoyez un fax? Ben, j'espère que non. Ou comment est-ce que le médecin il reçoit mes données? Est-ce qu'il reçoit un PDF et puis son assistante médicale doit saisir les données dans son système? Comment est-ce que vous partagez les données? Est-ce qu'il y a des processus structurés, des processus de transfert de données? Oui, ou peut-être on utilise des tambours comme dans la jungle. Bon, oui, c'est un problème lié à la communication. Si le partenaire a un email sécurisé, on envoie des courriels, on appuie sur un bouton, on crée donc un dossier, on envoie ce dossier aux collègues genevois et je dois aussi m'assurer préalablement que vous soyez vraiment sur place à Genève et mon collègue à Genève, il pourra donc voir dans son dossier quels sont les médicaments que vous prenez, quelle est votre anamnèse. Donc on peut extraire un certain nombre de données du dossier du patient et les envoyer aux confrères. Mais donc vous devez être sur place dans votre cabinet. Ouais, on peut le faire lors, pendant les heures d'ouverture du cabinet. Ben, nous, on parle toujours de la pénurie de spécialistes. Et si moi, j'étais une patiente genevoise, vous avez besoin des données de mon médecin genevois. Donc, lui, il vous envoie les données et votre assistante médicale doit ensuite saisir les données. Donc, il y a... Oui, c'est le cas. Et puis, question langue, dans quelle langue ces données sont transmises? Oui, puis là, il se pose également la question de la protection des données. Et moi, si j'étais basée à Berne, je ne peux pas consulter les données de mon cabinet à Zurich. Certes, on peut partager un certain nombre de données à l'intérieur d'un réseau, mais pas à l'extérieur du réseau. Donc, vous n'auriez pas le droit de donner accès à votre confrère genevois pour qu'il puisse accéder au réseau. Si c'est possible, mais seulement si je suis à 100% sûre que vous êtes sur place et que vous avez demandé à mon confrère genevois de consulter les données. Donc, mais c'est très très délicat. Mais donc, ce serait quand même une bonne piste. Oui, dans la réalité, ça fonctionne. Donc, s'il y a une patiente aux urgences et si on nous demande de fournir les données et que nous sommes sûrs que Madame Dupont, elle est là, on fournit les données. Et au sein de mon réseau, on peut partager les données sans aucun problème. Ça n'a rien à voir avec Managed Care. Ce sont des questions liées à la communication en général, donc à l'échange de données entre deux fournisseurs de soins. Ouais, c'est génial parce que là,
on commence vraiment là à parler de détails et on constate que la mise en œuvre de la théorie, souvent, elle n'est pas si simple que cela. Donc, partager les données permet de mieux soigner les patients. Ah oui, c'est un slogan que j'ai créé moi, dit le professeur Greiner. Oui, partager les données permet de mieux soigner les patients. Et je sais qu'à Moscou, parmi les pirates, donc il faut également partager les données pour faire des piratages plus efficaces. Que dit l'Académie des sciences médicales? Il y a d'une part des avantages liés au partage de données, mais il y a également des réserves quant à la sécurité des données. Je me rappelle un concret, là, on a parlé d'un hôpital qui s'est vu bloquer l'accès aux données. Certes, cette question de la protection des données, elle est importante. Mais nous avons déjà des normes très, très exigeantes. Un hôpital à Neuss était également victime de pirates. Mais cet hôpital, il n'a pas fait des mises à jour pendant 3 mois. Donc c'était vraiment leur faute à eux. Mais prenons par exemple le cas cité, donc si vous envoyez des données cryptées, les pirates moscovites sont capables de les décrypter. Et s'ils le voulaient, ils pourraient également en pirater votre système, ou bien un cambrioleur, il pourrait également enfoncer la porte de votre cabinet médical et y consulter les données. Donc, il y a partout des dangers, des risques. Mais il faut également considérer les bénéfices pour le patient. Parce que si on partage les données rapidement, on peut sauver des vies et simplifier le traitement des patients. Mais si on partageait les données, on pourrait par exemple également envoyer des rappels aux patients pour qu'ils ne ratent pas leur rendez-vous par exemple lorsqu'il faut faire un rappel de vaccin ou bien attirer l'attention des patients sur des effets secondaires des médicaments. Donc tout cela serait aussi possible si on partageait mieux les données ou si on utilisait des systèmes électroniques. Et donc le patient, quel est l'avantage pour lui? Est-ce qu'il pourrait même contrôler le médecin? Et Madame Kreutzer, quelles sont les données dont vous aurez besoin? Quelles sont les données que vous voudriez avoir? Donc, pour notre activité, nous avons en effet besoin d'un certain nombre de données. Bon, la qualité ne nous intéresse peut-être pas forcément, mais les coûts nous intéressent. Et M. Youngi vient d'expliquer quels sont les coûts qu'il relève et qu'il met également à disposition de certains réseaux. Donc pour nous, c'est bien, mais cela ne nous suffit pas encore. Donc les données de coûts générées par les médecins, par ceux qui sont présents, qui sont exemplaires, la qualité de ces données de coût n'est pas encore suffisante. Madame Kreutzer, non, la qualité, elle n'est pas encore suffisante. Elle ne nous permet pas encore de faire tous les calculs que nous souhaiterions faire. Oui, ces données devraient être plus exhaustives ou plus claires pour que nous puissions développer des modèles de coût. Mais il n'existe pas d'ordonnance en la matière qui oblige les médecins à relever ces données. Voilà pourquoi ces données font défaut. OK, j'en ai pris note. Autre remarque, retour? Mais je pense que nous allons retrouver tous ces points un peu plus tard. Je vais y revenir pour que nous puissions donc respecter notre programme. Donc vous dites qu'il n'y a pas de mesure d'incitation pour qu'un médecin fasse plus de chiffre d'affaires, puisque vos médecins ont tous des salaires fixes. Ça aussi, c'est une approche intéressante. Encore une dernière question?
Monsieur Félix Steury, je viens de Comparis. Une question à Monsieur Jungi. Imaginons 3 de vos patients diabétiques. Patient A a une assurance de base auprès de l'assurance A, le patient B auprès de la caisse maladie B. Il a un modèle de médecin de famille et le patient C, il est au bénéfice d'un modèle d'assurance full capitation. Est-ce que vous avez les mêmes incitations pour traiter ces 3 patients de la même manière? Bien évidemment, ces 3 assurés diabétiques peuvent bénéficier du même traitement. Il serait inacceptable qu'on privilégie peut-être un patient parce qu'il ne fait pas partie de l'association A ou du club B. Non, non, ils sont tous traités sur un pied d'égalité. Pourquoi posez-vous cette question? Est-ce que vous avez fait d'autres constats qu'il y a une inégalité de traitement? Non, non, d'un point de vue éthique, c'est absolument correct. Mais le rabais varie selon le modèle d'assurance. Et en règle générale, le rapport prix-prestation est différent. Parce que si on paye plus, on reçoit d'autres prestations que ceux qui payent un peu moins. Et donc, en général, le système tient compte des primes que les patients payent. Mais si vous ne tenez pas compte des primes payées par le patient, alors quel est votre intérêt de traiter ces patients de la même manière? Ou en Allemagne, est-ce que vous avez également un tel modèle de différenciation? Non, ça n'existe pas chez nous. Nous avons les patients sur un privé. Et bon, une telle différence, elle existe peut-être plutôt dans le domaine des services. Mais j'ai du mal à imaginer que cela existe. D'un point de vue économique, ce serait pensable. Mais en ce qui concerne les prestations médicales, ça n'existe certainement pas. Donc il y a ce côté rationnel, logique. Dans le domaine de la santé, c'est quelque chose de très délicat, mais nous allons y revenir. Mais je vous propose maintenant de faire une petite pause de réseautage. Et ceux qui ont des écouteurs, je vous invite à les garder pour des régions hygiéniques et de les réutiliser après la pause. Donc gardez vos écouteurs, s'il vous plaît. Et donc maintenant, vous avez l'occasion de réseauter. Nous avons pris une pause de 40 minutes. Et un tonnerre d'applaudissements pour nos panélistes.